Christian Fontaine du magazine Le Revenu qui vient de nous rejoindre. Bonjour Antoine. Christian et Félix Baron du Club des investisseurs indépendants. Merci. Bonjour Antoine. À nouveau en direct avec nous ce matin. Bon, on va décrypter autant que faire se peut les Trumperies du moment, mais on le disait hier, c'était amusant parce que l'article qui m'a le plus passionné hier, il venait du Times, et c'était la Banque d'Angleterre qui se prépare à l'arrivée des extraterrestres. Et il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de gag là-dedans, c'est vraiment un ancien consultant de la Banque d'Angleterre qui disait au Times, bah oui, on m'a demandé de travailler sur d'éventuels stress de marché au cas où le gouvernement américain révélerait l'existence de vie extraterrestre. Bon, on est parti dans un scénario de dinguerie no limite. Là, Donald Trump est en train de nous fabriquer une ONU bis pour peser encore plus sur les dynamiques qu'il a décidées, et notamment le Groenland. Au-delà de ça, alors on essaie vraiment de dissiper la poussière parce que c'est ça qu'il cherche à nous mettre dans la vue. Derrière tout ça, Félix Baron, je crois que vous avez une réflexion qui est particulièrement bien articulée, mais qui va de lien logique en lien logique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu et nous aider à décrypter toute cette espèce de nuage de flou du moment autour de Donald Trump ? Oui, bien sûr. Bah est-ce que le meilleur moment avec Donald Trump, c'est pas quand ça s'arrête. Généralement, quand il fait ses dingueries, comme vous dites, et en l'espèce, est-ce que le meilleur moment des droits de douane, c'est pas quand on arrive à un accord ? Parce que historiquement, que vous preniez le premier mandat de Trump ou le deuxième, on arrive presque toujours à un accord quand il annonce ses droits de douane complètement délirants. Et à cet accord, souvent correspond généralement des plus hauts historiques en bourse. Et je me suis demandé si c'était pas ça aussi la stratégie de Trump, c'était le pump and Trump, quoi, de pomper les marchés, ah oui, d'accord. D'arriver à un accord, c'est-à-dire toujours l'accord par le coup de pression, et d'arriver à ses fins tout en enrichissant un petit peu plus les investisseurs américains qui sont très exposés au marché d'actions. C'est pour ça que j'ai essayé de dresser, en fait, en gros, en 10 étapes, le manuel un peu des castors juniors de Donald Trump sur les droits de douane. Et on peut prendre l'exemple du Groenland en ce moment, avec les droits de douane sur le Danemark ou l'Union européenne. Il est aussi valable, et on l'a vu au mois de novembre avec les terres rares et la Chine. Il y a eu un accord qui a été trouvé, on parlait de 100%. C'est souvent articulé entre 2 et 4 semaines. C'est-à-dire que généralement, avant le week-end, le vendredi, vous avez une annonce, une rumeur vague, sans détail sur, on va dire, une menace, pas forcément localisée. Et le samedi matin, là, Trump annonce des nouveaux droits de douane. Souvent assez, généralement plus 25%. On va dire que c'est la première annonce générale. Pendant le week-end, Trump réitère la pression, il réitère la menace pour justement accentuer ce coup de pression, mais il ne prend pas de risque parce que les marchés sont fermés, donc c'est juste que ce qu'il est en train de faire, c'est de prendre l'ascendant psychologique sur la cible. Et du coup, la cible, les pays concernés pendant le week-end réagissent sobrement avec un petit communiqué de presse, une conférence de presse. On veut négocier ou bien on refuse. Bon, on sait très bien comment ça se finit. Et puis le dimanche soir, qu'est-ce qui se passe ? Les marchés vont commencer à réouvrir les contrats à terme dans une incertitude totale, puisqu'il y a un coup de pression d'un côté et une vague réaction de l'autre. Donc, généralement, les futurs chutent parce qu'on est purement dans l'émotionnel. Le lundi, mardi, ça, c'est l'étape 6. On est en plein dedans. C'est-à-dire que Trump continue d'exercer une pression publique en annonçant des droits de douane, mais cette fois-ci en renouvelant peut-être le montant des droits de douane. Là, les investisseurs européens, internationaux comprennent que ces droits de douane dont on parle ne sont pas encore en vigueur. Il y a une date, mais elle est loin, 1er février, mi-février, 1er mars. Donc, une fois que le coup de pression est passé et que les marchés, les futurs ont baissé, on commence un peu à racheter. Il y a un nouvel espoir, puisque de toute façon, c'est pas encore concret. Mais ce petit rallye de soulagement dure assez peu de temps, parce que il y a quand même une dette qui se rapproche à un moment et qui inquiète, donc ça fait une nouvelle baisse. Et là, c'est vraiment le buy the dip. Le buy the dip, c'est au bout de, une petite semaine. Et généralement, une semaine plus tard, Trump publie un message avec son administration. On est en train de discuter avec l'Union européenne, avec la Chine, avec le Brésil. On travaille à un deal, on travaille à une solution. Là, vous arrivez au week-end d'après. Là, le week-end d'après... Là, j'ai peut-être un truc à ajouter qui est arrivé pendant certaines crises. Généralement, avant même l'annonce de « on va faire un deal, on va discuter », il y a « tiens, ce serait pas mal que vous achetiez le marché aujourd'hui, il va se passer des trucs ». On l'a vu. Ah oui, on l'a vu. Donc, bien sûr, non, mais on n'en est plus au délit d'initié. Petit apostille, là. Donc l'étape 9 arrive, ça c'est le week-end d'après, et il est contraire au week-end d'avant, c'est-à-dire qu'il est purement enthousiaste, puisqu'on a fini la semaine en disant on est en train de travailler un deal, donc justement là les futurs vont ouvrir en hausse, tout le monde est enthousiaste. On en remet une pression avec Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, qui arrive en disant, bien sûr, on travaille à un deal. Il n'y a pas que Trump qui le dit, parce que Trump, c'est une crédibilité qu'on peut remettre en cause. S'il y a l'administration qui suit, c'est encore plus fort. Et puis, généralement, 2 à 4 semaines plus tard,
l'accord est trouvé et on arrive à quoi? Toujours à des plus hauts de marché historiques. On l'a vu, je vous le disais, avec les terres rares au mois de novembre, on était au plus haut historique fin décembre, début janvier. On l'a vu au mois de mai, mois de juin, après donc, le Liberation Day. Ouais. Et on l'a vu, si vous regardez entre la guerre commerciale pendant la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine entre 2016 et 2018. Donc, c'est un peu... Je comprends que les droits de douane inquiètent. Si on prend du recul, il y a une stratégie court-termiste, pumpiste, trumpiste, je dirais même, pour à chaque fois faire monter les marchés et gagner et réussir à avoir le petit hochet de Trump, malheureusement par une stratégie de coup de pression, parce qu'on se rend compte que personne ne peut vraiment réussir à négocier en position de force face aux États-Unis. Alors là, on a la théorie et on a les paramètres techniques finalement oui. de la manip. Maintenant, on a l'impression que de crise en crise, il repousse encore plus loin les limites de la vraisemblance. Là, on a juste quelqu'un qui nous dit qu'il va envahir un territoire souverain parce que tel est son bon plaisir et que personne n'est en mesure de s'y opposer. En même temps, il n'a pas tort. Il n'y a personne pour siffler la fin de la récré, malgré quelques intentions affichées par l'Europe en termes de défense. On a bien vu une quinzaine de soldats en anorak au Groenland, d'accord. Des manœuvres militaires qui s'organisent, etc. Mais pour l'instant, ça ne va pas plus loin. On est complètement dans le flou. Et je dirais que plus il va tester les limites, plus nous, on est démunis et finalement pas très unis sur ce front-là. Et c'est malgré toutes les bonnes intentions qui ont pu se dessiner ces derniers jours côté européen, ben voilà, tout ça manque de substance. C'est pas votre sentiment, Christian Fontaine? Alors, on est vraiment, vous avez prononcé les mots qui fâchent, ou en tout cas les mots justes, à la fois tromperie et puis incertitude. Lorsqu'on regarde un tout petit peu, j'en avais parlé il y a 15 jours, des statistiques boursières 2025 de Trump, notamment de Trump 1, c'est en fait la première année de Trump 2. Ben, qu'est-ce qu'on remarque? La crise en avril dernier, souvenez-vous, donc des tarifs, on remarque que c'est au cours du mois d'avril 2025 qu'il y a eu les plus fortes baisses, mais aussi les plus fortes hausses des indices américains. Donc, qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion? Ce qu'il faut en tirer, c'est qu'il faut absolument rester investi, même dans des périodes de baisse comme aujourd'hui, parce que très souvent, et ça je suis d'accord avec Félix, demain ou après-demain, il va y avoir un rebond à la hausse. Donc, il faut absolument éviter, si vous sortez du marché aujourd'hui, vous allez être victime de la porte de saloon, si vous allez prendre la baisse et vous n'allez pas prendre la hausse qui suit. Donc, je pense qu'en période d'incertitude comme ça, il faut surtout éviter de surréagir aux décisions ou en tout cas aux effets d'annonce de Trump. Et ça me paraît absolument essentiel. Aujourd'hui, en période d'incertitude, il faut faire preuve, ce qu'on appelle le revenu un petit peu d'égocentrisme boursier. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut regarder votre propre situation personnelle et les décisions à prendre en bourse, elles ne dépendent que de ça. Elles ne dépendent en fin de compte que d'une question, qui pour moi est la question clé aujourd'hui en 2026, c'est il convient pour les particuliers d'anticiper leurs besoins de trésorerie. Et pourquoi c'est la question clé? Parce que si vous réussissez à répondre à cette question simple, quels sont mes besoins de cash pour les 5 à 10 prochaines années, vous allez pouvoir en déduire quelle est la part de votre portefeuille que vous pouvez investir en bourse. Et donc là, je dirais que vous, si vous répondez bien à ces questions, vous ne serez pas inquiété par des effets de correction, momentanés. Donc voilà, ce qui me semble très important, égocentrisme, reportez-vous sur posez-vous les questions sur lesquelles vous avez des réponses. Alors tout le monde peut essayer, c'est un petit jeu journalistique très marrant entre guillemets, c'est-à-dire essayer de deviner ce que Trump va déclarer demain à Davos. De vous à moi, personne n'en sait rien. Oui. Quelles vont être les réactions sur les marchés? Personne n'en sait rien. Donc plutôt essayer de répondre à des questions très simples. Et je vais vous prendre un exemple très simple. Depuis le début de l'année, on dit Venezuela, ça a fortement impacté les marchés, vous avez raison. Pour un particulier, ça a un petit peu impacté les marchés. Ouais. Pour un particulier, il y a des centaines de milliers de particuliers qui ont investi dans Total Energy. Donc, Total Energy, c'est l'un des titres les plus tradés par les particuliers en France. Il y a eu un dividende trimestriel qui a été versé en tout début d'année, 0,85 € par action. Et donc là, se pose une vraie question pour le particulier sur lequel il a toutes les marges de manœuvre et tous les éléments pour répondre. Qu'est-ce que je fais de ce dividende trimestriel? Est-ce que je le réinvestis dans Total? Est-ce que je le garde en cash? Est-ce que je le réinvestis dans une autre valeur? Donc,
J'aurais plutôt tendance à dire que dans cette conjoncture totalement incertaine, une vision, la vision du revenu, les actions sont le placement le plus rentable sur le long terme, une stratégie, on investit régulièrement, une allocation d'actifs, on en parlait la semaine dernière, on peut renforcer les pays émergents et les matières premières, mais surtout ne pas surréagir aux déclarations de Trump. Félix Baron, c'est pas justement ce que sont en train de faire les marchés en ce moment, parce que bon, c'est vrai, on a eu une correction de plus d'1% hier à Paris, même chose ce matin, enfin bon, on reste du côté des 8000 points, on n'est pas très très loin de nos plus hauts historiques, ça reste une réaction pondérée, on voit le VIX qui a dépassé les 20 points, mais 20 points c'est... lors du Liberation Day, on était monté plus haut et puis il y a eu des événements beaucoup plus tendus sur les marchés. On a l'impression qu'effectivement, on regarde un peu le train passer, on se dit de toute manière, il y a trop de poussière, on va attendre que ça redescende. Du coup, ça laisse toute la possibilité à Donald Trump d'y aller fort à Davos. Il va y aller probablement fort, je sais pas. Il va à Davos, il peut pas y aller frontal parce qu'il y a quand même tout le monde en face, mais il va y aller. Oui, mais on a l'impression que tout le monde en face, ils s'en fichent totalement. C'est-à-dire que, et ça rejoint ce que disait Christian, il faut être égoïste et rester investi. C'est pas facile de rester investi quand vous avez des crises, mais vous allez aller où? Si vous enlevez votre argent du marché en partie états-unien américain, vous allez aller où? En Europe? Ça fait rêver qui l'Europe? Je suis désolé de le dire. En Asie? C'est encore moins clair. Donc, malheureusement, tout le monde attend et tout le monde a un FOMO sur le marché américain parce que il représente pas loin de 55-60% de la capitalisation mondiale. Parce que avec Trump et avec les grands fonds, il y a toujours quelque chose qui se passe. Parce que c'est là où, de manière la plus visible, la tech est en train de se construire. Le dynamisme, l'enthousiasme, l'exponentiel, c'est sur le marché américain. Donc Trump a tout ça avec lui. Il va peut-être y aller de manière frontale à Davos. Moi, s'il faut mettre un ticket, je dirais que demain à Davos, il va justement anticiper cette petite déclaration que généralement qu'il fait selon mon manuel 10 jours après en disant on travaille sur un accord. Il va le dire carrément 4 jours après. Je suis d'accord avec l'UE, je suis d'accord avec la Grande-Bretagne, je suis d'accord avec un tel. On va y aller. Ça a été une très bonne conversation. Il y aura toutes les armées de l'OTAN au Groenland et puis il y aura une sortie en sifflet de l'Europe et puis dans 2 ans, le Groenland sera probablement annexé en partie par les États-Unis. C'est ce qu'ils veulent. Je vois pas pourquoi il n'y arrivera pas, vu qu'il arrive à peu près à toutes ses fins. Tant qu'il n'a pas la Chine et la Russie en frontale. Mais justement, est-ce que vous ne pensez pas que, parce que c'est très étonnant on ne va pas faire de géostratégie de comptoir, mais son histoire de comité de la paix, là, son espèce de Nubis, où il convie d'ailleurs ouvertement la Russie. Est-ce qu'il n'est pas question de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire de complètement mettre de côté les émergents en leur disant vous êtes gentils, mais hop, on n'en parle plus, de mettre la Russie dans l'eau pour bien fracturer l'Europe et de nous mettre complètement par terre? Est-ce que ça ne peut pas être aussi une possibilité, c'est-à-dire de se rendre totalement indispensable et qu'on soit totalement à sa merci? Christian. Oui, je reviendrai. Pourquoi pas? Je ne sais pas si après ça, la politique de Trump a un objectif certainement peut-être boursier, mais certainement pas l'objectif premier. Non, moi je reviens sur ces stratégies. Je pense que là-dessus on est d'accord avec Philippe. Il faut rester investi sur les marchés. Il faut regarder ses objectifs de long terme, bien regarder quels sont vos besoins de trésorerie dans l'année. On va être très concret pour financer éventuellement un complément de revenus. Pour financer les études des enfants, pour financer un bien d'équipement comme l'achat d'une nouvelle voiture. Si vous pensez que vous n'avez pas besoin de votre argent investi en bourse avant plusieurs années, vous pouvez dormir tranquille. Ça, c'est vraiment l'élément essentiel. Et surtout, je dirais conserver une marge de manœuvre pour avoir toujours suffisamment de cash à réinvestir sur les marchés. Ça me paraît absolument essentiel pour profiter des opportunités. Il y aura des points bas. Le marché peut très bien décrocher de 5, 10, 15, voire 20%. Si le marché décroche de 20%, il est absolument indispensable d'avoir le cash nécessaire pour, je dirais, faire son marché à des valorisations basses, baisser ses prix de revient et gagner encore davantage sur le long terme. Ça me paraît vraiment un élément clé. Il faut éviter, dans les conjonctures actuelles de marché, d'investir une grosse somme en bourse.
Sur les réseaux sociaux, vous trouvez beaucoup de choses, mais il y a quand même un élément qui me paraît très intéressant, c'est la DCA, hein, le dollar cost averaging. Donc l'investissement régulier. L'investissement programmé en bourse, investir chaque mois la même somme en bourse. En fait, en France, on parle d'investissement programmé, c'est une technique d'investissement qui existe depuis des décennies, qui a été remise à jour à juste titre par les réseaux sociaux et notamment par un certain nombre de e-brokers d'origine étrangère qui ont bien compris que c'était une façon de toucher de nouveaux investisseurs, notamment les plus jeunes, qui n'ont pas forcément les moyens d'investir une grosse somme, mais qui peuvent se permettre d'investir 50, 100 ou 200 euros chaque mois sur les marchés financiers. Donc je pense que dans la conjoncture actuelle, qui est totalement incertaine, hein. Il ne faut pas se laisser balader par les effets d'annonce des uns et des autres. Vous devez, vous, en tant qu'investisseur particulier, vous fixer une ligne directrice, une stratégie. Alors vous en avez certains qui ne tradent que les actions américaines, d'autres plutôt les actions françaises. Ce qu'il faut, c'est, je dirais, définir une stratégie. Si vous êtes bon dans cette stratégie, il faut s'y tenir, quelle que soit l'évolution des marchés. Félix, le mot de la fin. Cash is king. Cash is king, et c'est pas Donald Trump qui va vous ruiner, quoi. Mais il faut avoir, si vous avez des actions et des ETF, assurez-vous d'avoir quand même une partie qui rapporte des dividendes. Voilà. Parce que ça sera toujours ça de sécuriser quand vous serez dans un marché baissier. Cash, je ne souhaite pas. Cash is king, toujours. Ça va rester règle d'or pour les semaines à venir. On va rester en veille. Merci infiniment. Félix Baron du Club des investisseurs indépendants et Christian Fontaine.